Quand le garçon a ouvert la porte de la chambre, il pensait que sa mère voulait lui parler de son avenir. Mais ce qu'elle lui a demandé ce soir-là, aucune mère n'a le droit de le dire. Adam avait à peine 3 ans quand son père a quitté la maison. Un matin comme les autres, il est parti travailler, et n'est jamais revenu. Pas de mots. Pas d'adieu. Juste une disparition brutale, sans explication. Laura, sa mère, a tout fait pour cacher la douleur. Elle a serré les dents, enfilé un sourire, et juré qu'elle n'avait besoin de personne. Elle était belle. Trop belle peut-être pour sa propre paix. Une beauté froide, magnétique, le genre de femme que tout le monde regarde mais que personne ne connaît vraiment. Intelligente, cultivée, pleine d'humour, mais instable. Une colère pouvait éclater pour un mot mal placé. Une crise de larmes pouvait noyer une soirée entière. Elle vivait entre deux extrêmes, la douceur étouffante et la solitude brutale. Adam, lui, ne manquait de rien. Il avait des vêtements propres, un repas chaud chaque soir, des jouets à la pelle. Aux yeux des voisins, c'était une mère exemplaire. Elle venait le chercher à l'école avec des biscuits faits maison. Elle l'embrassait sur le front devant tout le monde, lui disait qu'il était son miracle, son trésor, son seul amour. Mais à l'intérieur de leur appartement, l'atmosphère était différente. Laura ne supportait pas qu'il s'éloigne d'elle trop longtemps. Elle refusait qu'il parte dormir chez ses cousins. Elle disait, « Je suis tout ce que tu as. Et toi, tu es tout ce que j'ai. » Adam grandissait dans un monde sans homme, sans repère paternel. Pas d'oncle proche, pas de grand-père présent. Juste sa mère, et ses attentes silencieuses, ses regards un peu trop appuyés, ses phrases ambiguës qu'il ne comprenait pas encore. Pour lui, c'était normal. C'était sa vie. Et il n'avait aucun moyen de deviner que, derrière les gestes tendres, une ombre commençait à se dessiner. Au fil des années, la présence de Laura dans la vie d'Adam devient de plus en plus étouffante. Elle ne se contente pas de veiller sur lui. Elle le contrôle. Chaque minute passée hors de la maison est une source d'angoisse pour elle. Elle l'appelle sans arrêt. Elle veut savoir où il est, avec qui, pourquoi, comment. Un simple goûter chez un camarade déclenche des interrogatoires dignes d'un commissariat. Au collège, Adam commence à ressentir un malaise. Les autres parlent de liberté, de jeux en ligne jusqu'à minuit, de vacances entre cousins. Lui, il doit rentrer directement après les cours. Et s'il ose demander à aller au cinéma, Laura lui répond froidement. « Et moi? Tu vas me laisser toute seule? Tu préfères les autres à ta propre mère maintenant ?» Elle l'habille elle-même jusqu'à ses 12 ans. Choisit ses vêtements, ses chaussettes, son coupe-ongles. Et même lorsqu'il commence à vouloir décider lui-même, elle insiste. Elle dit qu'il ne sait pas ce qui lui va, qu'il a encore besoin d'elle pour ça. À la maison, elle entre dans sa chambre sans jamais frapper. Parfois tôt le matin. Parfois tard le soir. Et si Adam proteste, elle s'énerve. « Tu n'as rien à me cacher, je suis ta mère. Tu es à moi. » À l'extérieur, c'est une autre histoire. Laura est souriante, douce, pleine d'attention. Les professeurs l'adorent. Les voisins la trouvent admirable. Une femme seule, courageuse, qui élève son fils avec amour. Ils la félicitent, la complimentent. Ils disent à Adam qu'il a de la chance d'avoir une mère aussi dévouée. Mais ce que personne ne voit, c'est la pression invisible qu'il subit. Cette sensation étrange de ne pas être un enfant, mais un prolongement d'elle. Il n'a pas le droit d'avoir de secrets, pas le droit d'avoir de jardin intérieur. Petit à petit, Adam ne vit plus pour lui. Il vit pour ne pas la décevoir. Pour ne pas la rendre triste. Pour combler un vide qu'il ne comprend pas encore. Et ce vide, Laura va bientôt essayer de le combler d'une manière qu'aucune mère ne devrait jamais envisager. À 14 ans, Adam entre dans cette période délicate où tout change. Sa voix mue. Son corps grandit. Son regard se cherche. Et sans vraiment comprendre pourquoi, il commence à se sentir mal à l'aise, chez lui. Ce n'est pas un événement précis. C'est un sentiment diffus. Une gêne qui s'installe, discrète mais persistante. Ce sont des regards. Ceux de sa mère. Des regards trop longs.
Trop insistant. Comme si elle ne voyait plus son fils, mais un homme en devenir. Laura commence à faire des remarques étranges. Pas méchante. Pas brutale. Mais ambiguë. Troublante. Tu es de plus en plus beau. Tu sais que tu ressembles à un mannequin, mon cœur? Tu es bien plus séduisant que ton père à ton âge. Elle répète souvent qu'il est l'homme de la maison, qu'elle n'a besoin de personne d'autre que lui. Parfois, elle le fixe en silence, puis sourit, comme si elle voyait en lui quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Un jour, alors qu'il plaisante au téléphone avec une camarade de classe, elle lui arrache le portable des mains. Elle devient glaciale. Féroce. Tu rigoles avec cette fille pendant que ta mère est là, seule, à t'attendre? Elle ne te connaît pas comme moi je te connais. Laura n'apprécie aucune des filles qu'il fréquente. Aucune. Qu'elle soit juste amie, ou qu'Adam commence à ressentir les premiers frissons de l'amour, elle les critique, les rabaisse, les soupçonne de profiter de lui. Mais ce n'est pas de la protection. Ce n'est pas de l'amour maternel. C'est autre chose. Une forme de jalousie silencieuse. Un besoin de garder Adam pour elle, uniquement pour elle. Et lui, il sent que quelque chose cloche. Il ne comprend pas. Il n'a pas les mots. Mais son corps réagit. Il évite les câlins. Il recule quand elle s'approche trop. Il préfère rester dehors, même s'il fait nuit, plutôt que de partager un repas avec elle. À l'intérieur, un conflit silencieux commence. Un malaise profond. Comme si son propre foyer était devenu un piège. Comme si son propre sang devenait inquiétant. Et ce qu'il ignore encore, c'est que ce malaise n'est que le début. Bientôt, la ligne interdite sera franchie. C'était un soir d'automne. Un de ces soirs où tout semble silencieux, trop silencieux. Adam rentrait d'une journée banale. Il avait 15 ans. Il avait mangé vite fait, puis s'était enfermé dans sa chambre, casque sur les oreilles, à faire semblant d'étudier. Vers 23h, Laura l'appelle. Sa voix est douce. Trop douce. Adam, viens, je veux te parler. Il hésite. Il sent que quelque chose ne va pas. Mais il sort quand même. Par habitude. Par peur de la vexer. La porte de sa chambre est entr'ouverte. Une lumière tamisée filtre par l'entrebâillement. Il pousse la porte. Laura est assise sur son lit. En peignoir. Son regard est flou, ses joues un peu rouges. Elle a bu. Une bouteille de vin vide traîne sur sa table de chevet. Elle lui sourit. Assieds-toi, mon cœur, j'ai besoin de toi ce soir. Adam ne comprend pas. Il s'approche à peine. Elle commence à parler. Lentement. D'une voix chaude. Trop douce. Elle lui dit qu'elle se sent seule. Qu'elle a tout sacrifié pour lui. Qu'il est la seule personne qui la comprend. Tu es devenu un homme, Adam, un vrai homme. Puis, sans prévenir, elle prononce des mots qu'aucune mère ne devrait jamais dire. Des mots qu'Adam ne comprend pas tout de suite. Des mots qu'il refuse d'entendre. Il recule. Il la regarde, hébété. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mais elle continue. Elle s'approche. Elle le supplie. Elle pleure. Je t'aime, Adam. Je t'aime plus que tout. Tu es tout pour moi. Pourquoi tu me rejettes? Tu comprends pas que personne d'autre ne m'aime comme toi? Le cœur d'Adam s'emballe. Il tremble. Il recule. Il ne reconnaît plus sa mère. Il ne comprend plus rien. Il finit par courir hors de la chambre et s'enferme dans la sienne. Verrouillé. Terrifié. Il reste assis par terre, dos contre la porte, les mains sur les oreilles. Elle continue à l'appeler. Elle frappe. Elle pleure. Ouvre-moi, Adam. Je suis désolée. C'est rien, c'est un moment de faiblesse. Je t'en prie. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est brisé. Un fil invisible, mais essentiel. La frontière. La sécurité. L'amour sain. Et pour Adam, plus rien ne sera jamais comme avant. Le lendemain matin, Laura se comporte comme si de rien n'était.
Elle sourit, elle prépare le petit déjeuner, elle lui parle de la pluie, du temps, du bus à ne pas rater. Pas un mot sur la nuit précédente. Rien. Comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. Adam, lui, est figé. Ses mains tremblent. Son regard est vide. Il mange sans faim. Il écoute sans entendre. Dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est moi qui suis fou? Il ne comprend pas. Il n'ose pas en parler. Et plus que tout, il a honte. Honte d'avoir vu sa mère dans cet état. Honte d'avoir été témoin. Honte d'avoir entendu ces mots. Il pense que c'est lui le problème. Que c'est peut-être lui qui a mal compris. Ou pire, qu'il l'a provoqué sans le vouloir. Alors, il se tait. Mais le silence devient un poison. Il évite la maison. Il traîne dans les rues. Il reste des heures au fond de la cour du lycée. À l'école, il n'est plus le même. Fini le garçon calme, attentif. Il devient irritable. Parfois agressif. Il parle mal aux profs, se dispute avec ses camarades. Il est en colère. Tout le temps. Mais il ne sait pas contre qui. Un jour, il explose en pleine classe. Il hurle, jette sa trousse contre le mur, sort sans permission. Personne ne comprend. Les professeurs pensent à une crise d'adolescence. Les camarades le fuient. On le traite de bizarre, d'instable. Mais personne ne sait. Personne ne voit ce qu'il vit. Parce qu'il ne dit rien. Parce qu'il ne peut pas. Chez lui, l'ambiance devient glaciale. Il ne la regarde plus dans les yeux. Il s'enferme dans sa chambre. Il change de vêtements dans la salle de bain. Il verrouille tout. Même son silence. Et Laura, elle, continue à faire semblant. Elle parle du dîner, de l'école, du linge à laver. Elle agit comme si elle n'avait rien détruit. Mais à l'intérieur d'Adam, quelque chose meurt lentement. Un jeune garçon qui voulait juste vivre une vie normale. Un fils, trahi par celle qui aurait dû le protéger. Adam a 23 ans. 8 ans ont passé depuis cette nuit-là. 8 longues années de silence, de confusion, de rage rentrée. Il a quitté la maison dès qu'il a pu. Il a pris un petit studio, trouvé un boulot, fait semblant d'avancer. Mais à l'intérieur, la blessure est restée ouverte. Invisible, mais toujours là. Une douleur sourde, constante, qui le suit partout. Il enchaîne les insomnies, les cauchemars. Il a du mal à faire confiance. À aimer. À se laisser aimer. Et puis, une nuit, il craque. Il était chez un ami proche, Karim, son collègue, son confident, peut-être le seul à qui il ait laissé entrevoir son mal-être. Il parle, enfin. Les mots sortent sans prévenir. Brut. Brisé. Il s'est passé quelque chose avec ma mère. Un truc bizarre. J'étais ado. Je crois qu'elle a voulu que je fasse quelque chose. Quelque chose d'interdit. Karim reste silencieux. Mais il ne juge pas. Il ne rit pas. Il ne recule pas. Il l'écoute. Vraiment. Et quand Adam a fini, tremblant, vidé, il lui dit simplement. Frère, t'as vécu un truc grave. C'est pas toi le problème. C'est pas toi le monstre. Faut que t'en parles à quelqu'un. Le lendemain, Karim l'accompagne à un centre de soutien psychologique. C'est la première fois qu'Adam s'assoit face à un professionnel. Qu'il ose dire ces mots à voix haute. Et ce jour-là, pour la première fois, il entend le mot qu'il n'avait jamais osé prononcer. Victime. Il n'est pas coupable. Il n'est pas fou. Il n'a rien provoqué. Et surtout, il découvre qu'il n'est pas seul. D'autres hommes, d'autres femmes, ont vécu des histoires similaires. Des adultes brisés par des parents qui ont franchi les limites de l'amour. Des enfants devenus silencieux pour survivre. Des jeunes qui, comme lui, n'ont jamais eu le droit de poser des mots sur leur douleur. Adam commence une thérapie. Longue. Douloureuse. Mais chaque séance est un pas. Une lumière dans le tunnel. Il recommence à respirer.
à exister. Et surtout, à comprendre que ce qui lui est arrivé doit être raconté. Adam a 26 ans. Il va mieux. Il a appris à respirer à nouveau, à nommer les choses, à ne plus avoir honte. Mais une question revient sans cesse dans son esprit, et si elle recommençait? Et si un autre enfant, un autre garçon, devenait sa nouvelle victime? Alors, il prend une décision. Il va voir un avocat. Il raconte tout. Et quelques semaines plus tard, il dépose plainte contre sa propre mère. La procédure est lancée, mais la justice hésite. 8 ans ont passé. Il n'y a aucune preuve matérielle. Aucun témoin. Juste sa parole. Contre celle d'une femme, respectable, sans antécédent, qui joue parfaitement le rôle de la mère blessée. Laura nie tout. Elle pleure devant les enquêteurs. Elle parle d'un fils instable, violent, rempli de haine. Elle dit qu'il invente cette histoire pour se venger de son enfance difficile. Elle affirme qu'il a toujours été étrange, qu'elle l'a protégé comme elle a pu, qu'elle ne comprend pas cette accusation. Certains doutent. Même dans la famille, les avis se divisent. Adam devient celui qui accuse sa propre mère. Les regards changent. Les silences deviennent lourds. Mais cette fois, il ne se tait plus. Il parle. Il raconte tout. Dans une vidéo. Sur un blog. Dans une interview. Avec pudeur, mais sans détour. Il ne cherche pas la pitié. Il ne cherche pas la haine. Il veut juste que les autres sachent. Que ceux qui ont vécu ce genre d'abus puissent se reconnaître. Et se libérer. Et les messages commencent à arriver. Des dizaines. Puis des centaines. Des jeunes hommes. Des femmes. Des adultes, qui disent, « Moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je n'ai jamais osé en parler. » Alors Adam continue. Il témoigne dans les écoles, dans des conférences. Il devient une voix. Une lumière. Pas parfaite. Pas guérie totalement. Mais debout. Et libre. Et même si la justice ne condamne pas Laura, même si le système ne peut pas tout réparer, Adam, lui, a gagné le droit d'exister en vérité. Et surtout, il a offert aux autres ce qu'ils n'avaient jamais eu. Le courage de parler.